Est-ce qu'une part significative de l'énergie du futur viendra de l'océan? L'océan, on a un petit aperçu ici. Là, il est particulièrement calme, mais il y a potentiellement pas mal d'énergie dans l'océan. Une première notion qui a à recevoir, et je pense en énergie, on va surtout parler d'énergie renouvelable. Il faut savoir que les océans reçoivent à peu près les 3/4 de l'énergie venant du Soleil. Et les énergies renouvelables, c'est d'abord l'énergie qui vient du Soleil. On a parlé de géothermie juste avant, c'est également une énergie qu'on peut considérer renouvelable. Alors la question du renouvelable, la définition du renouvelable, on peut la discuter, mais en tout cas les océans, du par leur surface, tout simplement, c'est les 2/3 de la surface de la Terre, ils reçoivent cette énergie via l'eau et via l'atmosphère, qui par transfert essentiellement par l'eau va recevoir une partie de cette énergie. Donc le principal capteur de l'énergie venant du Soleil, c'est les océans. Alors une manière de visualiser cette capacité à capter l'énergie du Soleil, j'ai repris cette animation qui montre les fluctuations de la température des océans au cours du temps. Donc là c'est pluriannuel, on est parti en 1992 jusqu'en 2010, et ce qu'on voit c'est une sorte de battement du cœur terrestre, c'est-à-dire la façon dont les températures des océans fluctuent en fonction des saisons, du nord au sud, entre l'été et l'hiver. Donc là, on voit bien déjà qu'il y a un moteur important qui vient du Soleil, qui va réchauffer la surface des océans. Et une propriété très importante, essentielle des océans, c'est qu'ils ne vont pas stocker localement cette chaleur, mais ils vont être capables de la transporter. Une manière de visualiser ce transport, c'est une autre animation qui ressemble à la précédente, mais qui a une échelle de temps beaucoup plus courte. Là, on voit vraiment les petits tourbillons qui vont transporter ce courant. Alors, sous nos latitudes, on parle souvent du Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est le courant qui part des Antilles et qui remonte jusqu'aux côtes européennes et qui continue sa poursuite. Il s'arrête pas en France, mais il continue son parcours jusqu'à l'océan Arctique. C'est lui qui va permettre un réchauffement des zones continentales. On parle de climat continental ou de climat océanique. La France est clairement dans une zone plutôt océanique. On est très fortement influencé par la chaleur qui nous vient du Gulf Stream, qui est donc la captation de chaleur du Soleil par l'océan qui arrive jusqu'à nous. C'est essentiel. Alors l'océan, mais pas uniquement, il y a l'atmosphère. Il faut savoir que sur une planète à la même distance de la Terre que nous, à savoir la Lune, pendant la nuit, il fait moins 248 degrés, et pendant la journée, il fait 123 degrés. Donc on voit l'impact absolument essentiel des fluides qui vont permettre de répartir la chaleur reçue par le Soleil. Alors les océans captent cette chaleur et la restituent à relativement longue échelle parce qu'il y a une énorme inertie thermique des océans, mais ils vont également relarguer cette chaleur vers l'atmosphère qui, elle, a une dynamique beaucoup plus rapide. Quand on reçoit de la pluie sur Paris, par exemple, eh bien c'est de la chaleur qui a été captée par réchauffement de l'océan, qui a évaporé l'eau de mer et cette chaleur nous est restituée au moment de la chute de la pluie sur la Terre. Donc c'est des phénomènes absolument essentiels pour la circulation des flux de chaleur à l'échelle de toute la planète, et ça va être à l'origine d'un certain nombre d'énergies renouvelables, notamment évidemment l'énergie solaire directe si on la capte par des capteurs, mais ça peut être aussi l'énergie éolienne, c'est l'énergie reçue par la mer qui va être transmise à l'atmosphère, qui va entraîner les mouvements dits de convection, donc les vents qui vont permettre de faire tourner entre autres les éoliennes. Une notion très importante, on parle énormément du réchauffement climatique, un élément extrêmement important à avoir en tête, c'est que l'océan a absorbé environ 91% de la chaleur générée par la hausse des températures, de la hausse des gaz à effet de serre depuis une vingtaine d'années. Donc on le voit sur ce graphique, pour l'instant l'essentiel est dans les premiers 700 mètres, et le reste concerne les 2000 mètres, au-delà de 700 à 2000 mètres. Ça, c'est la situation actuelle, et on voit que ça évolue au cours du temps de façon très importante. Et c'est la situation actuelle, et je dirais que si on arrêtait aujourd'hui le réchauffement climatique, cette situation perdurerait pendant au moins des dizaines d'années, voire des siècles. Parce que la cinétique de déplacement des océans, c'est cet ordre de grandeur-là. Faut considérer vraiment les océans comme un tout. Quand on réchauffe, par exemple, la Manche, sur les côtes les plus proches de chez nous, si on rejette un polluant dans la Manche, eh bien, il va mettre à peu près de quelques dizaines d'années, voire centaines d'années, avant de faire le tour de tous les océans du globe. Et c'est vraiment un tout. Il faut considérer la Terre comme une planète vivante, avec une sorte de circulation sanguine, c'est pas du sang, mais une circulation qui met en contact toutes les parties de la planète. Et dans ces captations, on voit que les parties terrestres ne captent que la Terre et la glace, 8%, et l'atmosphère, ce n'est que 1% de la chaleur captée.
Donc c'est très faible relativement au reste. Par contre, la dynamique de déplacement de l'atmosphère fait que c'est très important pour les climats. Une autre manière de représenter le réchauffement climatique, c'est cette carte qui correspond à l'année 2022, qui représente les anomalies de température en Méditerranée. Et on voit que ces anomalies, donc l'échelle, je ne sais pas si vous la voyez, mais dès qu'on est dans le rouge, c'est quelques degrés. Et on voit qu'à l'été 2022, on a eu des anomalies qui ont atteint jusqu'à 4 degrés au niveau de la Méditerranée, au niveau de la Corse, des côtes sud de la France. Alors 4 degrés, vous allez me dire, on parle toujours réchauffement de 1 degré, de 2 degrés, est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave? L'analogie n'est peut-être pas parfaite, mais il faut voir ça un peu comme un être vivant. Si vous avez habitué d'être à une température de l'ordre de 37 degrés, si on vous rajoute 1 ou 2 degrés, voire 3 degrés, vous arrivez à 39 degrés, votre organisme se comporte très mal. Et tous les organismes vivants de la Terre sont sensibles à ces ordres de grandeur de variation. Donc quand on parle de réchauffement de quelques degrés, l'enjeu, il est de cet ordre de grandeur-là. Alors, comment on utilise l'énergie de l'océan? Alors, c'est pas forcément intuitif, mais on l'utilise de manière indirecte. L'énergie vient pas directement de l'océan, mais on a absolument besoin de l'océan pour refroidir ce qu'on appelle les centrales thermiques, qui produisent l'électricité qu'on utilise tous les jours. Entre autres, les centrales nucléaires, les centrales thermiques au charbon. La plupart, et de plus en plus, les centrales nucléaires vont être mises en zone littorale parce que ce qu'on appelle les sources froides sont limitées en zone continentale, notamment avec le réchauffement des continents. On ne va pas pouvoir réchauffer fortement les rivières, donc on est limité en termes de capacité à refroidir les installations nucléaires. C'est-à-dire que quand on produit 1 gigawatt d'électricité avec une centrale thermique ou nucléaire, eh bien, il faut évacuer environ 2 gigawatts de chaleur. Ça, c'est le cycle thermodynamique qui est incontournable, on ne peut pas éviter ça. Ça veut dire que si on prend, par exemple, la centrale nucléaire de Gravelines, qui représente 6 tranches de 900 mégawatts, eh bien, il faut évacuer 11 gigawatts, donc chaque seconde, on a 11 gigawatts de chaleur qui part dans la mer. Et donc, la mer est une source froide absolument essentielle, sans laquelle on ne pourrait pas faire marcher ces industries qui, pourtant, ne fonctionnent pas directement en utilisant l'énergie de la mer, mais elles ont besoin pour leur cycle de cette énergie. Donc, c'est une ressource importante de ce point de vue-là. Et quand on parle d'installer des centrales dans des pays relativement chauds, on peut parler à l'Arabie, au Golfe Persique, eh bien, ça peut poser des problèmes de réchauffement des eaux marines dans ces zones-là. Bon, il se trouve que les eaux côtières de la France ont une capacité d'évacuer cette chaleur très importante, mais il faut avoir quand même ça en tête. Et surtout, bien évaluer si la chaleur qu'on évacue n'a pas d'impact négatif sur le milieu marin. Est-ce que les espèces seront capables de supporter cet excès de chaleur de quelques degrés dans le panache? Bon, globalement, il n'y a pas trop de problèmes sous nos latitudes, mais c'est en tout cas à prendre en compte. Donc, mine de rien, c'est quand même une quantité d'énergie importante. Sinon, là, je vais essentiellement maintenant vous parler des énergies marines renouvelables, ou EMR. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je reprends la définition. Dans énergie marine renouvelable, il y a marine. Donc, on peut dire que c'est toutes les énergies dont la collecte, je parle de collecte, est réalisée en milieu marin. Renouvelables, eh bien, ça veut dire qu'on les considère comme pérennes à l'échelle humaine. Alors, c'est vrai que, bon, peut-être vous avez des meilleures informations, mais j'ai pas de notion vraiment de durée de vie de cette durabilité. Est-ce que c'est à l'échelle de 1000 ans, de 10 000 ans, de 100 000 ans? À 100 000 ans, je pense que l'espèce humaine n'existera plus, il y en aura une autre. Mais sur quels enjeux on se base? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme vraiment une énergie pérenne, durable? À quelles échelles de temps on va s'intéresser? Bon, j'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, il faut y envisager des durées de vie importantes. Donc, si on se base, par exemple, sur l'énergie solaire, là, on est tranquille pour quelques milliards d'années. On peut considérer que si on capte l'énergie solaire, on va considérer ça comme une énergie durable. Alors, on peut parler des énergies qui ne concernent pas uniquement le milieu marin, mais qu'on peut capter en mer. Il y a notamment l'énergie du vent, les éoliennes. Éventuellement aussi l'énergie solaire. Alors pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de projets de captage d'énergie solaire en milieu marin, parce qu'il y a des problèmes techniques, d'infrastructures compliquées. Par contre, il y a des surfaces importantes. Par contre, l'énergie éolienne, oui, là on en parle beaucoup, il y a vraiment des gros développements. Donc, en dehors de ces énergies qu'on peut capter en mer et qui existent aussi ailleurs, il y a des énergies qui sont plus propres au milieu marin, qui sont liées aux différences de propriétés de l'eau de mer, qui peuvent générer de l'énergie. Donc, il y a d'une part les différences de hauteur d'eau, donc ça peut être la houle, ça peut être les courants de marée, ça peut être des différences de salinité, des différences de température.
Et si j'ai fait un peu un récapitulatif, alors j'en ai peut-être oublié, mais c'est quand même les principales. Donc l'énergie du vent, on va voir que c'est un des enjeux importants pour le futur. Il y a vraiment des développements très importants sur la captation des énergies éoliennes, l'énergie de la houle, l'énergie des courants, l'énergie osmotique ou haline, et l'énergie thermique, et je vais y revenir sur chacun de ces points. Donc l'énergie du vent, c'est donc essentiellement les éoliennes. On va dire que c'est des moulins à vent optimisés pour fonctionner en milieu marin. En mer, l'intérêt de développer l'énergie éolienne, c'est qu'on a une force du vent plus généralement plus importante qu'en milieu terrestre et également plus régulière. On a aussi potentiellement plus d'espace, donc il y a des problèmes de nuisance, notamment visuels, qui peuvent être atténués, qui ne disparaissent pas, mais qui peuvent être atténués en milieu marin. Le gisement français a été estimé à environ 30 gigawatts. Alors, en termes d'unité, je pensais toujours d'avoir un peu des ordres de grandeur. Donc 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire. Donc on a potentiellement l'équivalent de 30 centrales nucléaires qui pourraient fournir de l'énergie en milieu marin. Sachant que l'ordre de grandeur actuel, il y a, je crois, 50 ou 70 centrales nucléaires en France. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur. Les contraintes de l'énergie éolienne, c'est d'une part d'arriver à les fixer, de les installer, de les faire tenir en milieu marin. Donc elles peuvent être soit posées, soit flottantes. Il peut y avoir des conflits d'usage, c'est-à-dire que le milieu marin, il y a beaucoup de monde qui travaille en milieu marin. Il y a le transport maritime, il y a la pêche, il y a l'aquaculture, il y a le tourisme. Donc il faut savoir réguler et faire accepter aux différents usagers du milieu marin d'éventuelles éoliennes. Et c'est clairement des sources de conflits potentiels très importantes. Évidemment, on est en milieu marin, donc en milieu très agressif, donc il faut concevoir des systèmes qui vont tenir à la mer, avec une production qui va correspondre au vent moyen, mais qui doit quand même supporter, même si ça produit pas des vents extrêmes. On a parlé, on a de plus en plus des tempêtes, la tempête Ciara récemment, donc il faut des installations qui puissent tenir avec des vents d'au moins 170, voire plutôt 200 km/h, et sans doute peut-être encore plus fort dans le futur avec le réchauffement climatique. Il faut cohabiter avec les différentes espèces marines. Il faut savoir que c'est une énergie intermittente. Il faut qu'il y ait du vent pour produire. Par contre, en termes de bilan carbone, c'est une des meilleures énergies à l'heure actuelle. On considère environ 16 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, j'ai pas insisté pour l'énergie, l'énergie nucléaire. On est entre 6 et 20 grammes de CO2. Donc, globalement, on est dans les mêmes ordres de grandeur. De même, pour les coûts, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Peut-être un avantage pour l'éolien. Bon, ça reste, ça va. Je crois qu'il faut retenir surtout qu'on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur en termes de coûts par mégawatt. Vous voyez sur ces cartes les différents sites d'implantation actuels et surtout futurs. Il y a de très grands développements qui sont en cours et qui vont se développer dans les prochaines dizaines d'années. Et aussi l'augmentation de la taille des éoliennes. Actuellement, on parle d'éoliennes avec des diamètres de pales de 100 voire 150 mètres. Vous avez sur ce graphique, vous avez un bateau, un paquebot qui est représenté. On commence à voir l'échelle de taille de ces éoliennes par rapport au bateau. Cette course au gigantisme est justifiée par des questions de rentabilité. Il y a un moment, il va falloir s'arrêter parce que on commence à avoir des contraintes très fortes en termes de vitesse maximum à la périphérie. Mais voilà, on arrive à des systèmes qui commencent à devenir très importants. Donc voici pour l'éolienne. Capter l'énergie de la houle. Donc les houles, c'est le mouvement des vagues qui sont essentiellement dû aux effets du vent sur la mer. Donc, quelque part, c'est un dérivé de l'énergie éolienne. Alors, je dirais que sur la captation de la houle, l'imagination est absolument foisonnante. Je pense qu'il y a facilement des centaines de capteurs différents qui ont été conçus, développés. Chaque personne qui commence à réfléchir se dit « Ah bah tiens, si on faisait comme ci, comme ça ». Donc, je vous ai donné quelques exemples de systèmes pour capter la houle. Il y en a des plus ou moins amusants, plus ou moins difficiles à mettre en œuvre. Il faut garder à l'esprit, comme pour toutes les autres énergies renouvelables, c'est une énergie diffuse. Et celle-ci est, comme l'énergie éolienne, intermittente. Et il y a également des contraintes de tenue à la mer. On va devoir aussi consommer de l'espace littoral. Donc le littoral, c'est un endroit où beaucoup d'acteurs veulent intervenir, que ce soit pour le tourisme, pour les activités aquacoles. Il y a énormément de volonté d'aller vers le littoral, même si c'est un lieu exposé. Donc il y a des conflits d'usage. D'intermittence, et actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de projet de très grosse production d'énergie houlomotrice.
bien que localement, ça peut certainement avoir des intérêts. Il y a des installations qui ont été faites, voilà, il y a plein de projets. La ressource potentielle est énorme, mais en termes de captation, il y a pas mal de problèmes techniques. Et s'il y a autant de systèmes qui ont été développés, c'est qu'il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot à l'heure actuelle, je pense. Autre énergie, capter l'énergie des courants. Donc ça, c'est les éoliennes, mais sous l'eau, donc des hydroliennes. L'idée, c'est que c'est des sortes de moulins qui vont capter le courant marin. Alors les courants marins, il y a des gisements qui sont liés essentiellement, c'est pour l'essentiel des courants associés aux courants de marée, au moins sur les côtes européennes. Sur la carte que je vous ai représentée, sont représentés entourés en rouge les principaux gisements, c'est là où il y a les plus forts courants de marée. Le plus important gisement sur les côtes françaises, c'est le Raz Blanchard. Là, on a des courants de 5 mètres par seconde. Donc 5 mètres par seconde, ça commence à être un torrent très rapide. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup d'énergie à capter. Par contre, il faut se donner les moyens d'aller la capter. À l'heure actuelle, il y a des projets, on a été associés, il y a des projets avec des démonstrateurs qui doivent être mis en place dans les prochaines années. Le gouvernement semble s'être vraiment engagé maintenant pour soutenir cette activité, au moins dans le Raz Blanchard. Moi, j'attends de voir qu'il y en a une qui soit au fond, qui tienne. Je pense que techniquement, au niveau ingénierie, on sait faire. Par contre, il faut que ça tienne dans le temps et surtout voir si l'entretien rend l'énergie intéressante économiquement. En tout cas, l'énergie est là, c'est certain, et elle est complètement prédictible, là, par contre. C'est les mouvements astronomiques de la Lune et du Soleil qui déterminent qu'est-ce qu'on va produire, à quelle heure, et là, c'est parfaitement prédictible. Donc les sites sont le nord de l'Angleterre, au niveau du Raz Blanchard, et donc le Chenal du Four en France. Donc il y a différents projets. Il y a eu des essais avec Sabella dans le Chenal du Four. À ma connaissance, la société a arrêté. Il y a pas mal de projets du côté anglais. Eux, ils y vont franchement, ils commencent à s'installer. Et donc, dans le Raz Blanchard, il y aura des projets dans les prochaines années qui vont se mettre en place. L'énergie osmotique ou haline. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. L'idée, c'est que quand on a de l'eau salée d'un côté et de l'eau douce de l'autre côté, on a potentiellement de l'énergie à récupérer du fait de ces différences de salinité. Cette énergie, on peut en avoir une notion dans le sens où pour dessaler de l'eau de mer, il faut fournir beaucoup d'énergie. Ça consomme énormément d'énergie et réciproquement, on pourrait récupérer l'énergie de dessalure, notamment quand on a une rivière d'eau douce qui arrive en mer, on pourrait récupérer l'énergie associée au gradient de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc l'énergie potentielle est très importante, hein. On parle pour tous les fleuves de 30 000 terawatts, donc un potentiel mondial absolument gigantesque. Par contre, il y a clairement une faisabilité économique à démontrer. Ça fonctionnerait avec des membranes hémiperméables qui ne laissent passer que l'eau et pas l'eau de mer, donc on obtiendrait ainsi des gradients de pression. Il y a un démonstrateur, une centrale pilote qui est en cours d'installation sur le Rhône. Il y a eu des essais, un prototype dans les pays du Nord, je crois que c'était en Norvège, qui à ma connaissance est arrêté. Donc il y a clairement, on sait qu'il y a une énergie potentielle importante, par contre en termes de faisabilité économique et surtout technique, ça reste encore à démontrer. On va voir ce que va donner la centrale du Rhône et si c'est quelque chose d'envisageable pour le futur. On sait que le potentiel est très important. Autre énergie potentielle, c'est l'énergie thermique des mers. Donc l'énergie thermique, la mer est à une certaine température, on ne voit pas forcément pourquoi on récupère l'énergie de ça. On a parlé un peu de la géothermie, donc il y a l'aspect pompe à chaleur qui peut être intéressant, comme source froide ou tiède. Mais quand on parle d'énergie thermique des mers, c'est plutôt exploiter les différences de température entre des couches d'eau plus froides ou plus chaudes en surface et des couches plus froides ou plus chaudes en profondeur. Là, on joue sur des gradients de température de quelques degrés, voire la dizaine de degrés, donc des gradients de température faibles. Et pour ceux qui ont fait un peu de thermodynamique, vis-à-vis du cycle de Carnot, c'est pas très bon. Donc, pour exploiter beaucoup d'énergie, il faut des très gros volumes d'eau. Des très gros volumes d'eau à déplacer sur de grandes distances, de l'ordre du millier de mètres. Donc, il y a eu un certain nombre de prototypes. Donc, par exemple, je cite Nemo en Martinique, mais il a été arrêté en 2018 parce que pour les acteurs économiques locaux qui soutenaient ça revenait trop cher, ils ont arrêté. Donc, voilà, l'énergie est là, par contre aller la chercher c'est techniquement compliqué, avec des rendements qui sont encore à démontrer. En synthèse, on peut dire que la mer capte l'essentiel de l'énergie du soleil qui arrive sur Terre, et donc l'essentiel des énergies renouvelables. Avec le réchauffement des eaux de surface, les eaux marines seront de plus en plus sollicitées pour refroidir les centrales de production électrique, donc comme source froide. Donc c'est pas proprement une source d'énergie, mais en tout cas on en a besoin comme source froide. Les énergies marines renouvelables sont diffuses, donc il faut les collecter sur de grandes surfaces. Il va y avoir des conflits d'usage.
Donc il y a des choses à gérer au niveau politique et surtout de relations, enfin, de conflits d'usage avec les différents acteurs. Dans l'objectif France, il y a 40% d'énergie renouvelable qui est envisagé en 2030. Il est clair qu'une grande partie viendra de l'éolien. Sûrement pas tout, mais l'éolien va avoir une forte contribution avec des ressources. Et là, on n'est pas au stade de démonstrateur, on sait que ça fonctionne. Après, c'est surtout une question de quelle surface des océans on va accepter de consacrer à ces énergies. Donc la perspective européenne pour l'éolien, pour toute l'Europe, c'est de l'ordre de 60 gigawatts en 2030, 300 gigawatts en 2050. Donc pour mémoire, le parc nucléaire français, c'est de l'ordre de 60 gigawatts. Donc c'est quand même une ressource potentielle extrêmement importante, avec des inconvénients. Les autres énergies sont en devenir, avec un potentiel qui est très important, mais il faut les démontrer. Donc ce qui est certain, c'est que les énergies marines renouvelables auront un rôle dans le futur, au moins à l'échelle locale, si on parle par exemple des énergies holomotrices. Les inconvénients, c'est qu'il va falloir faire face aux intermittences. C'est une industrie pour faire face aux intermittences, il va falloir développer une vraie industrie de la conversion et du stockage. C'est-à-dire, quand on a une production, comment on va stocker et comment on va restituer au réseau l'énergie qu'on aura stockée. Donc, ça rejoint les questions sur la filière hydrogène, avec des questions de rendement de conversion et de transport. L'ammoniac est une perspective qui peut, par exemple, intéresser le transport maritime, mais ça peut être aussi un vecteur d'hydrogène. Les hydrocarbures de synthèse, ça suppose du captage de CO2 et de fabriquer ces hydrocarbures quand on a abondance d'électricité. On peut aussi avoir du pompage de l'eau quand on a un effort dénivelé, comme on fait dans les barrages. Donc voilà, il y a différents systèmes possibles, mais clairement la faisabilité économique et surtout les industries associées à ce stockage sont vraiment à développer. Pour faire accepter ces énergies, il va falloir faire des bilans globaux vraiment à l'échelle durable, donc définir l'échelle de cette durabilité, entre l'énergie produite, le bilan carbone, le coût, les matières premières utilisées, comment elles sont recyclées, les nuisances, savoir comment partager les usages du milieu marin, donc comment gérer la coactivité. Est-ce qu'on peut par exemple mettre des systèmes aquacoles au pied d'éoliennes, ça fait partie des projets, comment faire accepter aux pêcheurs qu'on va diminuer leur zone de captation du poisson. Donc il y a des vrais enjeux avec des affrontements qui peuvent être assez forts dans certaines zones. Et il faudra surtout faire des études compactes, des études d'impact vraiment complètes et surtout crédibles pour convaincre les populations et les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre les moyens, comme on l'a mis par exemple pour le nucléaire pour convaincre, il faut mettre des moyens au moins aussi importants pour convaincre que ces énergies peuvent être acceptables ou pas, ou qu'on a des contre-mesures pour contrecarrer les nuisances. Et également, je vous l'ai dit en début, la mer c'est un milieu par définition international, donc il faut des décisions à la fois à l'échelle nationale et internationale sur l'utilisation de ces énergies en termes de captation et de conflits d'usage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, une image durable. Merci pour cette présentation qui montre qu'il y a des ressources très nombreuses. Le problème, c'est que est-on capable d'évaluer ou de mesurer les effets de la captation de cette ressource? Je diminue un courant côtier, par exemple. Je vais pas prendre l'exemple de la marée motrice de la Rance, mais bon, c'est un peu ça. Celle-ci fonctionne depuis au moins 60 ans, elle marche très bien. Voilà, elle marche très bien, mais elle a des conséquences en amont et en aval sur l'ensemble de l'écosystème, pour parler pas seulement économique, mais même sur le plan naturel. Donc, est-ce que la captation donc massive, non pas anecdotique, mais massive, notamment dans les courants, dans l'énergie de la mer, etc., ça va avoir des conséquences? Ça aura des conséquences, sans juger si elles sont bénéfiques ou pas. Il y a forcément des conséquences. De toute façon, il n'y a pas de système de production d'énergie qui n'a pas de conséquences. La question est de savoir est-ce que ces conséquences sont acceptables ou pas. Donc je reviens aux études d'impact. Et il y a un vrai débat public à avoir sur le sujet. Alors sur chaque type d'énergie, on va avoir des conséquences qui vont varier. Si on parle par exemple des énergies hydroliennes, puisqu'on a cette image ici, on avait calculé que si on captait de l'ordre de 1 ou 2 gigawatts, eh bien on ralentisserait la rotation de la Terre, la rotation de la Terre et de la rotation de la Lune autour du Soleil, de la Lune autour de la Terre, de quelques millisecondes par siècle. Donc ça peut être un des effets. Forcément, si on capte de l'énergie, elle ne va pas ailleurs. Après, je dirais que ça peut être, c'est un peu anecdotique, mais il y a évidemment des conséquences. Savoir, est-ce que les systèmes qui vont être développés vont être un gène pour le déplacement des poissons, par exemple, pour les mammifères. Est-ce que ça va gêner quelque chose sur le refueling? En l'occurrence, là, les hydroliennes, elles sont placées en dessous du niveau où les bateaux vont passer, donc ça va pas gêner la circulation maritime.
Mais on peut s'attendre, par exemple, parce qu'on va capter de l'énergie, donc ralentir les courants à certains endroits, il y aura les courants qui vont forcément contourner et changer le transport sédimentaire autour. Donc ça fait partie des choses. Est-ce que on va par exemple avoir une augmentation des stocks de sédiments sur les plages ou au contraire une diminution à d'autres endroits? Ça fait partie de ce qu'on appelle les études d'impact. On sait le faire, si on se donne les moyens en termes, je dirais, scientifiques, on est tout à fait capable de le faire. Par contre, il faut clairement donner les moyens parce que c'est des études sur le long terme où il faut essayer d'évaluer toutes les conséquences. On peut parler du bruit sous-marin. On sait que le bruit peut être un enjeu très important pour la faune marine, notamment au moment de la construction des éoliennes. Il va falloir battre des pieux, faire des trous, et ça peut être létal pour certains poissons. Donc il y a des systèmes de contre-mesures avec des rideaux de bulles. Donc je dirais que pour chacune de ces énergies, il faut faire une évaluation complète. Bon, je vais pas faire le bilan, et j'ai de toute façon pas les éléments, et puis les études sont pas faites, donc je peux pas répondre a priori. Par contre, il faut absolument faire les études complètes. Techniquement, c'est tout à fait à la portée des scientifiques. Par contre, il faut évidemment avoir les moyens qui fassent ces études. Merci, parce que quand je vois des chiffres de 300 gigawatts, ça veut dire qu'on prélève ça. On prélève de l'énergie. Ben, clairement, si on met plus d'éoliennes sur la Manche, il y aura moins de vent à terre. Alors on peut dire, est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est un avantage? C'est un fait. On peut voir à chaque fois, pareil, vis-à-vis des pêcheurs qui pourront pas pêcher là où il y a des éoliennes. On leur dit, oui, mais ça va permettre une sorte de réserve, il y aura plus d'alevins qui vont pouvoir se développer, vous aurez peut-être plus de poissons autour. Alors le peut-être, il faut le démontrer. C'est là où est la question. Il suffit pas de dire un peut-être ou une hypothèse estime. Il faut avoir des arguments scientifiques solides, faire de vraies études pour dire, il y a des éoliennes qui sont développées ailleurs, on peut essayer de faire des comparaisons, essayer de faire des prospections. Et j'ai une autre question, c'est comment est-ce que se place l'Europe par rapport à d'autres ambitions comme pourrait avoir la Chine ou le Japon ou l'Inde par exemple? Là j'aurais du mal à faire, enfin j'ai pas regardé, je sais qu'il y a des pays, la Chine typiquement je crois a développé énormément par exemple d'éoliens. Eux ils attendent pas, ils y vont franchement avec des cinétiques qui sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir en Europe. En Europe, la France est clairement en retard par rapport à d'autres pays, avec une cinétique de développement des installations, j'ai dit, pour l'hydrolien, les Anglais, ils y vont franchement, hein. Alors que on parle des premières installations en France, ça fait, moi j'ai entendu parler des hydroliennes en 1990 déjà, avec les premières études. Il n'y en a pas encore une seule à l'eau. Enfin, s'il y a eu des essais au niveau de Bréa, mais dans le Raz Blanchard, il n'y en a toujours pas. Donc voilà, il y a une cinétique. Question éolien, les pays du nord de l'Europe, les Pays-Bas ont développé énormément l'éolien, et c'est une ressource, voilà, c'est pour ça qu'on sait que c'est une ressource qui existe et qui est rentable. Voilà, il y a des cinétiques différentes en fonction des pays. C'est clairement lié à des choix politiques et des facilités. Merci. Alors une deuxième question, relativement brève, si possible. En fait, j'en avais deux. Alors, j'en ai une, c'est une question de curiosité technique. Donc toutes les éoliennes ont trois pales qui sont assez distantes. Et c'est vrai qu'on est plutôt, quand on regarde des hélices d'avions et autres, c'est différent. Qu'est-ce qui fait que cet optimum est réalisé avec aussi peu de surface ou de pales? Alors effectivement, quand on se dit, on laisse passer plein d'air entre ces pales, toute cette énergie, est-ce qu'elle est perdue? Alors je pense que c'est vraiment un compromis, je dirais efficacité de chaque pale et coût de construction. D'accord. Qui conditionne ça choque après, on en met d'autres avec d'autres pales. On préfère prélever de cette manière-là avec d'autres éoliennes derrière qui vont recapter une partie de l'énergie. Alors j'ai pas tous les chiffres, mais bon clairement, oui j'ai vu je me suis posé la même question et bon clairement c'est des questions d'optimisation de la construction qui aboutissent à ça. Et après, vous l'avez évoqué dans le réseau de challenge ou de contraintes qu'il y a. Donc, produire des énergies par ces moyens-là, donc il faut construire de nouveaux équipements. Et la question des matières premières, là, ce matin, on avait Emmanuel H de l'IFPEN qui a montré les tensions qu'il va y avoir sur les matières premières. Là. C'est quelque chose sur lequel vous avez une bonne vision. Oui, je l'ai mis à la fin, mais je pense que c'est absolument essentiel. On parle beaucoup du cycle, du problème de carbone, qu'il faut décarboner, etc. Mais on a exactement le même problème pour toutes les ressources. Sur les minéraux. On utilise la planète de manière complètement irrationnelle. Je dirais qu'avec notre mode de fonctionnement, notre planète, elle peut durer peut-être 100, 200 ans, mais c'est tout. Donc clairement, la question qu'on se pose sur le carbone, faut se la poser pour toutes les matières premières. C'est exactement pareil. Et on est devant le même mur. Il faut absolument que le recyclage soit pas une option. On se dit 20, 30%, c'est pas mal. Non.
il faut vraiment recycler 95% des matières premières, sinon, par définition, c'est pas durable. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des trains grands savants. Il faut absolument prendre en compte tous ces aspects-là. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation très complète. Vous avez mentionné l'exploitation des courants marins, en particulier dans des zones qui sont déjà identifiées, par exemple autour de l'Angleterre. Est-ce que le réchauffement climatique auquel nous sommes soumis, ainsi que la montée des eaux des mers, ne va pas remettre en question ou faire évoluer ce sujet? On parle par exemple d'une potentielle disparition du Gulf Stream. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris vous. Donc, j'ai mentionné les courants marins dans certaines zones, et donc dans ces zones. Oui, vous avez mentionné l'utilisation des courants marins. Oui. Sauf que dans le contexte actuel, la mer monte, ou en tout cas, oui. Et d'autre part, sa température augmente et a pour conséquence, par exemple, dit-on, de voir à terme disparaître le Gulf Stream. Est-ce que tout ça ne va pas remettre en question ou nécessiter des adaptations? Oui. Alors j'ai dit au départ que la principale source d'énergie renouvelable, c'est le soleil, sauf que c'est pas la seule, et en l'occurrence les courants marins, c'est pas le soleil, c'est la Lune. Et voilà. La Lune et aussi le soleil. Pour 2 tiers la Lune, 1 tiers le soleil. C'est les courants de marée. Donc je dirais que quels que soient les changements de température, voire de niveau moyen, peut-être de 1 mètre en plus, ça ne changera pas les courants associés aux courants de marée. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de modification importante, et c'est pas la température de l'océan qui va clairement changer ces courants dits de marée. Alors il y a d'autres courants marins, j'ai parlé du Gulf Stream tout au début. Le Gulf Stream, lui, c'est clairement les gradients de température qui sont le moteur. Et il y a effectivement des publications qui se posent la question d'un éventuel ralentissement du Gulf Stream, qui aurait des conséquences désastreuses pour les côtes européennes, parce que si on a les températures qu'on a en France, on a la même latitude que Terre-Neuve. Hein. Si on a des températures plus chaudes en moyenne qu'à Terre-Neuve, c'est parce qu'on a un apport de chaleur qui vient entre autres du Gulf Stream. Donc ces ralentissements de ces courants pourraient potentiellement avoir un impact. Clairement, là pour l'instant, personne n'est capable de dire de façon certaine est-ce que ça va avoir un impact ou pas, de quel degré. Normalement, les modèles climatiques prennent en compte tout ça. Donc tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que donnent les modèles climatiques, et normalement la synthèse des connaissances humaines sur ces domaines est dans ces modèles. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, et ils indiquent plutôt une augmentation de température. Bon, j'ai fait des calculs en prenant les climatologies des 20 dernières années avec 1 ou 2 degrés de plus, avec je crois avec 3 degrés de plus, qui est à peu près certain au niveau de la Normandie, on va avoir le climat de Nice. Et avec 5 degrés de plus, au niveau de Marseille, on aura le climat de Marrakech. Il faut se rendre compte un peu des enjeux, je parle que de température moyenne, mais les enjeux du réchauffement climatique avec 5 degrés, c'est ça. C'est-à-dire le climat et sans doute la végétation de Marrakech à Marseille. Donc, bon, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour se donner un peu, voilà. Et 5 degrés, ça fait partie, si on reste tel qu'on est, on y va clairement. 1,5 degrés, je crois que plus personne n'en parle, ça va être plutôt, on est à peu près sûr d'avoir au moins 3 degrés de plus, donc faudra les climats de la France et du reste du monde. Alors il y a des endroits qui vont en bénéficier, d'autres qui vont y perdre. Peut-être la Sibérie sera plus facile à habiter, mais voilà. Il y aura en tout cas des mouvements de population. Je suis pas sûr de ma question, mais vous avez dit que l'océan absorbe une partie du réchauffement climatique, c'est-à-dire une partie du réchauffement de l'atmosphère. Alors, il absorbe une grande partie du réchauffement venant du soleil. Pour le coup, pas dans l'atmosphère, c'est dans l'océan. Parce que l'océan a une très très grande inertie thermique. Donc le soleil va le chauffer. Et alors il y a une partie qui va être restituée vers l'atmosphère, donc de l'ordre du %. Mais l'essentiel reste stocké dans l'océan. Et l'océan, ça bouge, avec les couches d'eau surface qui vont aller dans les eaux profondes. On appelle ça le tapis roulant océanique. Et il y a une circulation à l'échelle globale qui prend de quelques dizaines, voire centaines d'années. Donc ça veut dire que l'océan va se réchauffer en profondeur et que la chaleur qui va être enregistrée par l'océan, peut-être quelques degrés en plus dans les eaux profondes, va revenir en surface quand il va y avoir la boucle de l'océan. C'est-à-dire que même si on arrête de réchauffer la Terre maintenant, eh bien, il va y avoir cette chaleur accumulée qui va être reçue dans les eaux de surface dans quelques dizaines, voire centaines d'années. Ça indique surtout l'inertie. C'est-à-dire que même si on arrête tout le réchauffement, déjà l'océan est réchauffé et il a emmagasiné cette chaleur et il va la restituer pendant longtemps.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une transformation également chimique au niveau de l'océan, ou bien parce que si on augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, est-ce que une partie est absorbée par l'océan? Oui, donc ça c'est pris en compte dans les modèles. On sait qu'il y a une partie, donc on parle d'acidification des océans, donc c'est un point critique pour tous les organismes qui ont une coquille en calcaire. Donc on a parlé beaucoup des coraux, mais il faut savoir que la base de la production marine, c'est les planctons, et dans le plancton, il y a une grande partie des espèces qui ont une coquille calcaire. Ça veut dire que si l'océan est trop acide, ils pourront plus faire leur coquille. Bon, les huîtres auront un peu plus de mal pour faire leur coquille, donc bon, l'impact, je dirais, sera limité, j'allais dire, surtout aux consommateurs d'huîtres, mais pour la production primaire de l'océan, ça peut aussi avoir un impact. Donc l'océan capte une partie de ce CO2, mais pas tout, donc c'est pour ça que les concentrations augmentent dans l'atmosphère, c'est parce que l'océan n'est pas capable de tout capter. Donc ça s'aggrave en fait. La captation de l'océan est limitée, donc et plus l'océan est chaud, plus il va avoir du mal à capter. Donc voilà, mais voilà, tout ça c'est pris en compte. On sait qu'il va y avoir une acidification des océans qui est potentiellement critique, donc pour toutes les espèces à coquille calcaire, et puis qui peut développer certaines espèces au détriment d'autres. Est-ce que c'est bénéfique ou négatif? Là, je reviens à la notion d'étude d'impact. C'est difficile. Voilà. On pourrait, scientifiquement, on a beaucoup de connaissances, mais faire vraiment des bilans, pour l'instant, on n'est pas capable de dire il y aura des plus et il y aura des moins, forcément. Merci. Bien, merci encore pour votre exposé qui était un vrai trésor de clarté et de pédagogie. Ça va être assez difficile de faire une synthèse qui ne soit pas redondante après les éléments que vous nous avez proposés. Je voudrais quand même rappeler la structure générale du propos qui a été le vôtre. Donc on peut dire que votre exposé avait deux grands axes, deux grandes parties. La première partie consistait à se demander d'où provient l'énergie des océans. On devrait même devoir dire de l'océan, puisque vous avez bien insisté sur son unité. Vous nous avez montré que cette énergie, elle est d'abord solaire, puisque les océans reçoivent les trois quarts de l'énergie solaire que la Terre capte, ce qui en fait d'une certaine manière le plus gros panneau photovoltaïque du monde, raison pour laquelle aussi il nous faut le préserver. Un des points qui m'a semblé important dans votre exposé, que vous avez bien mis en lumière avec les visualisations que vous nous avez proposées, c'est cette idée que l'énergie n'est pas simplement stockée dans l'océan, mais qu'elle circule, elle est communiquée à toutes les parties du globe, et ça nous a donc montré que finalement l'océan était un phénomène qui était déjà global, branché, pourrait-on dire, aux autres composantes de la planète, également l'atmosphère. Donc vous avez bien montré les échanges qu'il pouvait y avoir. Et vous avez utilisé à cet égard une très belle formule, celle de planète vivante, voire de circulation sanguine, pour rappeler à la fois, donc effectivement, encore une fois, cette idée du transit, et en même temps presque de l'enjeu vital qui se joue derrière cette circulation. Vous avez insisté également sur, ça a été l'objet de la discussion que vous avez eue avec un membre du public, sur la capacité de l'océan à absorber la hausse des températures qui sont dues, qui a été engendrée par les gaz à effet de serre. Et vous avez insisté à cet instant sur l'aspect inertiel, pourrait-on dire, de ce phénomène, qui donc est voué à perdurer et à engendrer une série de conséquences pour les années, les décennies et les siècles à venir. La deuxième partie de votre exposé était plus concentrée sur les utilisations possibles de l'énergie de l'océan. Donc vous avez distingué, pourrait-on dire, deux types d'utilisation. D'abord, les utilisations qui consistent essentiellement à utiliser l'océan comme une baignoire pour refroidir la chaleur qui résulte de nos processus industriels et technologiques. Vous avez d'ailleurs insisté sur le fait que nous allons avoir des besoins croissants dans ce type, pourrait-on dire, d'utilisation de l'océan pour les décennies qui viennent. Et vous avez ensuite expliqué qu'il y avait une énergie qui était directement collectée à partir de l'océan, d'abord en milieu marin, donc le vent, le soleil, et vous avez ensuite montré qu'il y avait une énergie marine
qu'on pouvait immédiatement essayer de capter et d'utiliser pour nos propres besoins. Vous avez montré qu'en fait, notre capacité à récupérer cette énergie, elle était fonction des différences de propriétés que l'eau pouvait avoir. Et ça a été l'occasion pour vous d'insister par exemple sur le fait que la transformation d'une eau salée en eau douce nécessite de l'énergie et que donc c'est une source que nous pouvons pour notre part également exploiter. Ce qui a été très bien souligné également dans votre propos, c'était les multiples enjeux face auxquels nous étions confrontés dans cette gestion et cette maîtrise de l'énergie marine. Donc des enjeux technologiques et industriels dans l'installation des procédés qui nous permettraient de collecter davantage cette énergie, les enjeux écologiques également, et les enjeux politiques et sociaux en termes d'acceptabilité de ces équipements qui est loin d'aller soi et qui nécessite, selon vous, un véritable effort de politique publique, pourrait-on dire, de sensibilisation des populations à leurs avantages. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez montré, par exemple, qu'un programme industriel comme le développement de l'éolien marin peut présenter un très bon un rapport coût-bénéfice bénéfique pour nous. Et donc nous avons d'autant plus d'intérêt à nous plonger dans ce type de projet, simplement, et ça était l'une des discussions qui a été la nôtre à la suite de votre intervention. Il y a eu un doute sur notre capacité à pouvoir anticiper toutes les conséquences de ces projets-ci. Et donc le questionnement qui était le nôtre était de savoir jusqu'à quelle mesure ces politiques on pourrait dire de sensibilisation pourraient être efficaces et à quel point on pourrait être sûr de préserver, pourrait-on dire, l'équilibre des milieux dans lesquels nous sommes appelés à intervenir pour récupérer encore une fois l'énergie de l'océan. Ce qui m'a semblé vraiment suggestif et puissant dans votre manière de nous présenter les choses, c'était une dénomination que vous avez utilisée au cours de votre exposé, celle de gisement, pour essayer de localiser les endroits où on pourrait capturer en fait cette énergie. Pourquoi ? Parce que le gisement, ça évoque bien sûr immédiatement le pétrole, donc ça fait écho à cette énergie dont on a de plus en plus envie de s'éloigner aujourd'hui. Et ça nous évoque également quelque chose de l'ordre du trésor ou de la richesse cachée qu'il ne tient qu'à nous de récupérer. Et donc il me semblait que cette expression-là catalysait bien la dualité des enjeux qui sont les nôtres face à la question de la maîtrise de l'énergie marine. Enfin, pour aller très vite, vous avez bien insisté sur la nécessité d'un projet politique pour porter ces programmes industriels et cette ambition de maîtriser davantage l'énergie marine. Et on a eu l'occasion aussi de voir lors de l'échange que nous avons avec le public qu'il y a différentes échelles où ces décisions se prennent et qu'il n'est pas toujours évident de les articuler.